Exercice 13. Un bloc de 150 kg est posé sur un plan incliné de 30 degrés. Donc, on a le plan incliné comme ça, et ici, par rapport à l'horizontale qui est à peu près comme ça, là, il y a un angle de 30 degrés. Voilà. La force de frottement entre le bloc et le plan incliné est suffisante pour que le bloc reste immobile. Alors, première question, complétez le schéma en y ajoutant les forces qui s'exercent sur le bloc. Alors, si on regarde le corrigé, j'ai fait le schéma des forces ici, et dans ce schéma des forces, on voit qu'il y a 3 forces. Alors, c'est le premier truc à faire, en fait. Quand on a un problème de ce genre, en général, on vous demande de calculer des choses, et c'est ce qui a été fait par la suite. Quand on vous demande de calculer des choses, et qu'il y a des forces en présence, la première chose à faire, c'est d'imaginer quelles sont les forces, justement, qui agissent. Et pour les imaginer, une fois que c'est fait, à mon avis, le plus raisonnable, c'est de dessiner, de faire un schéma des forces. Donc, vous avez ici le bloc qui est sur le plan incliné. Évidemment, la première force qui vient à l'esprit, c'est la force de pesanteur. C'est-à-dire le poids, en d'autres termes. Alors, la force de pesanteur, sa caractéristique, c'est d'être toujours verticale et dirigée vers le bas. Donc, c'est le poids, ici, que j'ai dessiné. Ensuite, ce bloc, il est posé sur un plan incliné. Donc, sur une surface, en fait. Donc, vous aurez la surface qui va exercer sur le bloc une force qu'on appelle la force de soutien. Et la caractéristique de la force de soutien, c'est d'être toujours perpendiculaire à la surface. Donc, vous prenez une équerre et vous faites en sorte qu'il y ait une perpendiculaire entre le plan incliné, ici, et la direction de la force de soutien. C'est une force que le plan incliné exerce sur le bloc. Donc, c'est une force qui s'exerce sur le bloc. On est bien d'accord. Alors, maintenant, donc cette force de soutien, c'est la troisième force. Maintenant, non, la deuxième, pardon. Il y a une troisième force qui agit ici. C'est écrit dans la donnée que les frottements, la force de frottement, est suffisante pour que le bloc reste immobile. Donc, le bloc, il est immobile ici. Donc, qui dit immobile dit statique. C'est ça l'idée. Alors, c'est donc un frottement statique qui intervient. Non. Pardon, ce que je voulais faire, c'était aller au corrigé. Voilà. Il s'agit donc ici d'un frottement statique. Alors, vous, pour placer cette force de frottement, vous devez vous dire quelle est l'attente là à ce stade. S'il n'y a pas de frottement, qu'est-ce qui fait le bloc? Le bloc, s'il n'y a pas de frottement, il descend. Il glisse vers le bas. Donc, comme il ne glisse pas, puisqu'il est statique, c'est qu'il y a une force qui l'empêche de glisser, qui va donc à l'opposé de cette tendance. Ça, c'est la tendance. Il ne bouge pas, on est bien d'accord, mais il a tendance à bouger en glissant vers le bas. Il ne va pas s'envoler, il n'aurait pas tendance à s'envoler dans ces directions-là ou à s'enfoncer dans le sol. Sa tendance, c'est bel et bien de glisser le long du plan incliné. Alors, une fois que vous avez déterminé cette tendance qu'il a, eh bien, vous pouvez placer la force de frottement tout simplement dans la direction opposée. Donc, dans la même direction, mais dans le sens opposé. Donc, c'est une direction qui est forcément parallèle au plan incliné et qui est dirigée vers l'arrière. Alors, vous pouvez la dessiner comme ça, si vous voulez, la force de frottement, la faire partir depuis le point central. Pour moi, c'est bon, je ne vous compterai pas faux si vous la dessinez dans la bonne direction et dans le bon sens. Mais disons qu'en principe, la force de frottement, elle agit à l'interface entre les deux surfaces, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, ici, sur la surface. Donc, normalement, vous devez mettre le point d'application de la force de frottement n'importe où sur cette surface, sur cette zone. Et donc, en général, la coutume, c'est que, vous voyez, si je la mets ici, il y aura des vecteurs qui vont se croiser. Ce n'est pas très judicieux. Si on la met plutôt à l'arrière, là, les vecteurs ne vont pas se croiser et du coup, c'est plus propre. Mais disons, toutes ces possibilités sont correctes. Donc, on a représenté les 3 forces, le poids, la force de soutien et finalement la force de frottement ici.
Première chose. Alors, il n'y a pas d'autre force, hein, il n'y a pas de corde dans l'histoire, donc il n'y aura pas de force de tension, pas de câble, de chaîne, ce genre de truc. Il n'y a pas de ressort, donc il n'y a pas de force élastique non plus. Voilà, il n'y a rien d'autre que vous connaissez. Force de frottement, force de soutien, force de pesanteur. Donc, vous avez représenté toutes ces forces. Si vous avez fait ce schéma comme ça, quelque chose de ressemblant, en termes de… Moi, ce qui compte, c'est surtout la direction et le sens. Et il faut quand même… Le point d'application, c'est pas très grave si vous ne le mettez pas au bon endroit, mais il faut quand même qu'il soit sur le bloc, parce que c'est une force qui s'applique sur le bloc, donc le point d'application doit être sur le bloc. Et vous voyez qu'ici, les points d'application, ils sont tous sur ce bloc. Ça, c'était pour la question A. Alors maintenant, question B. Et ensemble, on va faire B et C plus ou moins. Alors, quelle est l'intensité de la force de frottement et que vaut la force de soutien? Donc là, la force de frottement, c'est ce qu'on a appelé FF, et puis la force, donc on ne sait pas ce que c'est, hein, on va la calculer, et puis la force de soutien, c'est S. Donc, il faut calculer ces deux forces. Alors, pour calculer ces deux forces, eh bien, on va appliquer ce qu'on connaît. Je vais, voilà, comme ça, c'est bien. Là, j'aurais plus besoin de rien bouger, c'est parfait. Alors, on est dans une situation où il y a ces trois forces qui agissent. Hein, trois forces. Ces forces, elles ont comme effet de garder l'objet immobile. C'est dans la donnée, il est immobile. Donc, on parle ici d'une situation statique. Et la loi de la statique, elle nous dit que si c'est statique, alors toutes les forces se compensent. Donc, en d'autres termes, la résultante des forces est nulle. P plus S plus FF égale 0. Donc, quand on additionne les trois ici, eh bien, on doit obtenir une résultante égale à 0. Ça veut dire que vous, pour additionner, maintenant, vous avez vu deux méthodes. Une qu'on a vue à plusieurs reprises, qui est celle de la construction géométrique avec des translations. Si vous mettez bout à bout ces forces, eh bien, vous formez un triangle. C'est-à-dire que vous partez d'un point, puis vous revenez au même point. Ce qui veut dire donc que la résultante est égale à 0. Ça, c'est la construction géométrique. Mais depuis la semaine passée, on est allé plus loin en fait la semaine passée puisque je vous ai montré comment calculer les choses. Et donc, c'est évidemment ce qu'on va faire ici. Hein. On va les calculer, ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer justement S et FF. Hein, c'est le but. Alors, pour les calculer, le problème, c'est que ces trois forces n'agissent pas dans la même direction. Donc, du coup, il va falloir écrire les composantes des vecteurs, et puis ensuite, ces composantes des vecteurs, les mettre dans la formule, la loi de la statique P plus S plus FF égale 0, pour en tirer des équations, et puis ces équations, après, vont nous permettre de résoudre le problème. Donc, il faut sortir ces équations, il faut les écrire, ces équations. Alors, pour faire ça, on va appliquer la méthode qu'on a vue la semaine passée. Méthode donc qui, comme je vous l'ai dit en préambule, est une méthode relativement difficile, hein, j'en conviens. Donc, mon but, c'est de vous familiariser à l'utiliser à plusieurs reprises de manière à ce que ça devienne quasi automatique, en fait. Hein. Alors, cette méthode, je vous rappelle quand même, dans le cours, on l'avait vu, c'est ici. Voilà. Donc, là, on était à la loi de la statique, c'est ici. Je vous avais dit, la plupart du temps, et c'est le cas ici dans notre exercice, on a un corps qui est soumis à plusieurs forces qui ont des intensités, des directions et des sens différents. Et donc, on doit tenir compte de tout ça pour faire la somme des vecteurs. Alors, la technique, c'est de choisir un système d'axes. Et ce choix, il faut qu'il soit le plus intelligent possible, le plus judicieux possible, le plus malin, en fait. Et puis, dans un deuxième temps, il faut étudier la situation selon chacun des axes indépendamment. C'est-à-dire qu'il faut écrire les composantes des vecteurs, etc., etc. Donc, c'est cette partie qui est difficile. Alors, faisons-le pour ce truc. Alors, les choix des axes, encore une fois, vous pouvez choisir les axes comme vous voulez. Il n'y a pas de choix juste et de choix faux. Tous les choix sont justes, en fait. Mais par contre, il y a des choix plus malins que d'autres,
qui vont simplifier les calculs. Et donc, moi, mon but, c'est de vous donner des petits trucs. Alors, un des petits trucs, c'est que si vous avez des forces qui sont perpendiculaires entre elles, eh bien, vous avez intérêt à choisir les axes dans la direction de ces forces qui sont justement perpendiculaires. Alors, quand vous voyez le schéma des forces qu'on a ici, vous voyez qu'il y a deux forces qui sont perpendiculaires. Ces deux forces sont les forces FF et S. Parce que F est une force qui est perpendiculaire au plan incliné et FF, c'est une force qui est parallèle au plan incliné. Donc, ces deux forces, elles sont perpendiculaires. Tandis que le poids, lui, il n'est pas du tout perpendiculaire à aucune des deux. Donc, du coup, vu que ces deux forces FF et S sont perpendiculaires, je vais choisir un système d'axes que je vais représenter ici en bleu, un axe qui est parallèle au plan incliné et puis un autre qui est perpendiculaire au plan incliné. Donc ça, c'est la direction des axes. Maintenant, il faut choisir le sens. Alors, le sens, on choisit comme on veut. Hein. Si vous voulez contre le bas, on peut faire contre le bas. Si vous voulez contre le haut, on peut contre le haut. Donc, moi, j'ai choisi ici de mettre l'axe X ici et l'axe Y vers le haut, comme ça. Donc, c'est un choix. Donc, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est écrire les composantes de ces trois forces, FF, S et P, selon les axes X et Y que j'ai choisis. Alors, on commence par le plus facile. Je vais juste effacer ce truc parce que ça me perturbe. Je vais le mettre ici. Ça, c'est X. Voilà. Alors, commençons par le vecteur S. Le vecteur S, quelles sont ses composantes? Alors, le vecteur S, c'est un vecteur qu'on peut écrire comme ça, avec quelque chose sur X, quelque chose sur Y. Alors, si vous regardez, le vecteur S, il est perpendiculaire à X. Donc, sa composante selon X, puisqu'il est perpendiculaire à cet axe, sa composante selon X, c'est 0. Et puis la composante selon Y, c'est la longueur totale du vecteur. Donc, c'est S. Ensuite, si je fais le même genre de travail, mais cette fois avec FF. Je vais écrire un petit peu plus haut parce que j'aurai besoin de place. Hein. Ici, je vais écrire F, F. Alors, FF, lui, c'est un vecteur, il est là, qui est parallèle à l'axe X. Donc, sa longueur parallèlement à l'axe X, c'est la longueur du vecteur au total, c'est-à-dire FF. Et puis, comme il est perpendiculaire à Y, ce vecteur FF, étant donné qu'il est perpendiculaire à Y, sa composante selon Y, c'est 0. Donc, grâce à ce choix des axes, ce choix que je qualifierais de judicieux, on a pu déterminer les deux composantes de deux vecteurs parmi les trois de manière assez simple, en fait, sans utiliser de trigonométrie ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau? Je ne vois pas de questions, mais par contre, il m'a semblé voir un truc sur le chat. Ok, pas de problème. Alors maintenant, il en reste une dernière de force, et puis ça, c'est évidemment, c'est là qu'il y a un os, hein, c'est le poids P. Donc mon but, c'est de calculer P, les composantes du poids. Alors, pour cela, il faut appliquer la technique qu'on a vue la semaine passée. Je vais prendre du verre. Je vais prendre du verre. Vous partez depuis le bout de P. Et l'idée, pour trouver la composante de P selon X, c'est de partir perpendiculairement en direction de X. C'est-à-dire comme ceci. Donc là, vous êtes perpendiculaire à X. Moi, ce que je veux maintenant, c'est la composante ici. Cette petite flèche que j'ai dessinée en vert, là, c'est la composante P selon X, parallèle à l'axe X, en fait. Alors déjà, P, il part de là et il finit là. Donc, selon X, il part de là
et il finit là. Il va donc dans ce sens, c'est-à-dire vers le bas du plan incliné. Donc, selon x, que j'ai choisi contre en haut, on aura donc une valeur négative déjà ici. Je vais la écrire en noir parce qu'on ne voit rien du tout. Valeur négative. Alors, quelle est cette valeur négative? C'est la longueur du côté... Attendez, je vais effacer 2-3 petits trucs là. C'est la longueur de ce côté-là, qui est là. Cette longueur-là. Alors, l'angle alpha, vous le retrouvez ici. Ce que je dessine en rouge maintenant, la longueur du côté rouge ici, c'est P. C'est la longueur du vecteur P. Donc maintenant, comment est-ce que je peux lier P avec le côté Px ici? Px, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc, je peux écrire que le sinus de alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire Px fois P, sur P, pardon, sur l'hypoténuse. Et donc, Px, c'est P fois sinus alpha. Évidemment, en négatif. On a dit tout à l'heure que la valeur était négative, donc on a déjà mis le moins. Puis donc, ici, je mets P fois sinus alpha. Puis maintenant, je vais faire la même chose, mais sur Y. Alors, pour Y, on va prendre une autre couleur. On va prendre du rose, voilà, pourquoi pas. Et donc, je pars du bout de P et je vais perpendiculairement sur Y. Donc, là, on est perpendiculaire. Et ce que je veux maintenant, c'est la partie de ce vecteur qui est parallèle à Y. C'est-à-dire ça, PY. Donc, si je dessine une flèche, mon vecteur P, il part de haut, et puis il va ici, selon l'axe X. Donc, vous voyez que par rapport à Y, qui va contre en haut, la composante selon Y du poids, elle va contre en bas. Donc, de nouveau, on a un nombre négatif ici. Et maintenant, comment je peux écrire PY? Eh bien, vous avez l'angle alpha ici. Ce côté PY, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc, si on écrit que sinus alpha, c'est égal à l'adjacent PY sur l'hypoténuse, qui est la longueur totale du vecteur, qui est P. Donc, si vous retournez ça, vous pouvez trouver que PY égale P cos alpha en longueur. Donc, ici, on écrit P cos alpha, mais avec un moins, puisqu'on a déjà dit que le poids il allait plutôt contre le bas, tandis que Y va contre le haut. Voilà pour nos composantes. Alors, je vais effacer pas mal de chenilles, là, tac, tac. Je vais effacer. Bon, je vais tout effacer. J'ai besoin de ces trucs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question ou est-ce que vous avez compris cette histoire de composantes? Alors, bon, il n'y a pas de question pour le moment. Alors, s'il n'y a pas de question, après, si vous arrivez à faire ça, le reste, c'est du gâteau. Pourquoi? Parce que, regardez ce que je fais maintenant. Vous avez P, on a P ici, plus S, puis on a S ici, plus FF, et là on a le FF. Maintenant, on va écrire cette équation, mais cette fois avec les composantes. Donc c'est comme si j'écrivais, je vais le faire en noir, P, c'est moins P sinus alpha, moins P cos alpha. Ça, c'est P. Plus, à la place de S, je mets 0S. Puis à la place de FF, je mets plus FF 0. Et tout ça, ça donne 0. C'est le vecteur 0. Le vecteur 0, il a une composante 0 selon X, 0 selon Y. Alors, donc ce que j'ai fait là, avec les composantes qu'on a déterminées, ça revient à ce qu'il y a là en haut. Et ce qu'il y a là en haut, on peut le séparer en deux parties. Je peux couper ici le truc en deux. Ce qui est en haut, c'est ce qui est relatif à X. Ce qui est en bas, c'est ce qui est relatif à Y. Et donc, on en arrive à une équation que je vais faire en rose. Vous prenez
tout ce qui est en haut, c'est-à-dire moins P sinus alpha, qu'il y a ici, plus 0, plus FF, égale 0. Ça, c'est l'équation le long de l'axe X. On dit c'est l'équation sur X. Hein, c'est ce qu'on dit en général. Et puis maintenant, je peux faire pareil, mais avec l'équation selon Y. Pour ça, je vais chercher ce qu'il y a là en bas. Donc, en bas, on a ça. Toutes les composantes du bas, ça donne moins P cos alpha, qu'on retrouve ici, moins P cos alpha, plus S, plus 0, égale 0, égale 0. Donc, en définitive, on a ces deux équations, une sur l'axe X et une sur l'axe Y. Alors, quand on a fait ça, on a fait le plus dur. Hein. C'est clairement là, après le reste, que vous avez réussi à faire ça, le reste, c'est beaucoup plus simple. Hein. Après, on va voir, on va se rappeler un petit peu de ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est vraiment l'essence du truc. Hein. Il faut arriver à obtenir ces deux équations. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bon, ça ressemble fortement à l'exemple que je vous ai expliqué la semaine passée. Hein. C'est très, très similaire. Donc, maintenant, on a ces deux équations. Alors, maintenant, on va se rappeler ce qu'on cherche. Question B, on cherche la force de frottement. Alors, la force de frottement, c'est donc ce qu'on appelle FF. Hein. Que vaut FF? Eh bien, on va voir si dans nos équations, il n'y a pas moyen de calculer FF. Alors, effectivement, on a une équation, c'est la première, celle sur X, dans laquelle apparaît FF. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va déjà la nettoyer, c'est-à-dire que les zéros, on ne va pas en tenir compte, et donc on a moins P sinus alpha, j'enlève le 0, plus FF égale 0. Si je veux FF, ce terme, je dois le passer à droite. Donc, je dois faire plus P sinus alpha. Donc, du coup, à gauche, il tombe. Il reste FF. Et puis, de l'autre côté, 0 plus P sinus alpha, ça fait P sinus alpha. Alors, ça, c'est calculable. Pourquoi? Parce que le poids, c'est M fois G. Donc, finalement, si vous remplacez M fois G à la place du P ici, vous avez FF égale MG sinus alpha. Et ça vous donne donc une formule pour calculer FF. Ce n'est pas une vraie formule, hein, c'est une formule dans le cas précis. Hein, on est d'accord, ce n'est pas toujours que c'est comme ça. Mais dans cette situation, FF est égal à MG sinus alpha. Alors maintenant, on va vite jeter un coup d'œil sur quoi? Sur la donnée, parce que moi, je ne me rappelle plus quelle est la masse du bloc et puis quel est l'angle. L'angle, il me semble que c'est 30 degrés. Voilà, effectivement, donc l'angle, il est de 30 degrés. Et le bloc, il fait 150 kg. Donc, on connaît la masse, 150 kg, et l'angle, qui fait 30 degrés. Donc, alpha égale 30. Ah ouais, mais je l'avais marqué ici en plus. M égale 150. Donc, on met ça là-dedans. À la place de M, 150 kg. G, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Et puis, l'angle alpha, on met 30. Et donc, si vous faites ce calcul, vous trouvez la réponse pour la force de frottement qui est de 735,75 newtons. On a répondu à la première question qui est la question B. Et pour ça, on a utilisé la première des deux formules, c'est-à-dire celle qui était relative à l'axe X. Maintenant, si on regarde cette formule, le poids, c'est M fois G, donc on connaît. L'angle alpha, on connaît. FF, on connaît. Donc, comme on connaît tout, il n'y a plus tellement grand-chose à tirer en fait, de cette équation. On a tout exploité. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut exploiter grâce à la deuxième équation. Et justement, il y a une question, la question C, qui est que vaut la force de soutien? La force de soutien, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle S, en fait. Donc, on cherche à calculer S maintenant. Alors, on va dans nos équations et on voit qu'effectivement, dans la deuxième, celle sur Y, là, eh bien, il y a S qui apparaît.
Donc, il va falloir sortir S de cette histoire. Donc, je nettoie cette équation, je fais ça ici. Donc, j'ai moins P cos alpha plus S. Le plus 0, je ne le mets même pas. Et puis, égale 0. Nous, on veut S. Donc, ce terme, il faut le passer de l'autre côté. Donc, comment faire? Je fais plus P cos alpha. Tout ce terme, moins P cos alpha, je le passe de l'autre côté. Donc, si j'ai moins P cos alpha plus P cos alpha, il ne reste rien. Celui-là, il tombe. En fait, il reste juste le S, qui va être égal à 0 plus P cos alpha. Donc, ça fait P cos alpha. Ça, c'est ce que j'ai écrit à la page suivante, qui est la page 16. Hop. Voilà. Là, voilà. Donc, vous avez ici, s'il vous plaît, voilà, le P cos alpha, il est là. Hein. S égale P cos alpha. Comme tout à l'heure, P, c'est M fois G, par définition. Donc, vous remplacez P par MG, il vous reste S égale MG cos alpha. Maintenant, on remplace. La masse, c'est 150 kg. G, c'est 9,81. Et l'angle alpha, c'est toujours 30 degrés. Et donc, là, vous pouvez trouver la force de soutien qui sera égale à 1274,36 newtons. Donc, on a répondu à la question. Et là, je fais une toute petite remarque. Vous voyez que dans cette histoire, je vais effacer ce que j'ai fait, la formule étant S égale mg cos alpha, on n'a pas S égale mg ici. On a S égale mg cos alpha. Donc, si S égale mg cos alpha, S, il n'est pas égal à mg. D'accord? Sauf si alpha vaut 0. Parce que si alpha égale 0, à ce moment-là, cos de alpha vaut 1. Et si cos de alpha vaut 1, alors à ce moment-là, S égale mg. Mais là, alpha, il ne vaut pas 0, il vaut 30 degrés. Donc, on n'a pas S égale M fois G. Faites attention à ça, hein, le soutien il n'est pas toujours égal au poids. Hein. C'est seulement le cas si alpha égale 0, c'est-à-dire si on a un sol horizontal. Et encore, hein, ce n'est pas toujours le cas. Hein, ça dépend s'il n'y a pas d'autres forces en présence. Donc voilà, on a notre soutien qui est égal à 1274,36 newtons. Des questions? Il reste une dernière étape. Alors, la dernière étape, c'est cette question-là. Quelle est la valeur minimale du coefficient de frottement statique entre le bloc, ici, et le plan incliné, ici, afin que le bloc reste immobile? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le coefficient de frottement statique pour que le bloc reste immobile. Alors, pour cela, il faut peut-être se rappeler ce que c'est que le coefficient de frottement statique. Alors, vous devez aller regarder dans votre chapitre. On avait vu ça ici, page 8. C'était il y a quelques semaines. Hein. Force de frottement, on avait vu le frottement statique et il y a une loi. Hein. Force de frottement statique, elle est plus petite ou égale à mu S, c'est-à-dire le coefficient de frottement statique, fois la force de soutien. Donc en fait, cette formule, c'est pas une formule, c'est une inéquation, hein, comme on dit en maths, elle relie la force de frottement avec la force de soutien. Et le lien qui est entre les deux, c'est le coefficient de frottement. Alors, ça se trouve à la page 8, et moi je vous avais présenté ça dans le cours ici. Voilà, c'est la même chose. Hein. Et on voit un petit peu mieux. Donc maintenant, on va utiliser cette formule parce que, en fait, nous, la force de frottement, on l'a calculée. Ça, c'est connu. Puis la force de soutien aussi. On vient de se la faire. On connaît la force de soutien. Donc, comme on connaît les deux, on va pouvoir trouver quel est le coefficient de frottement entre le bloc et la surface. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait donc dans le corrigé à la suite. Ici, le coefficient de frottement statique,
relie la force de frottement, statique bien sûr, à la force de soutien via cette inéquation qu'il y a ici. Nous, on veut mu. Donc là, on a mu fois S. Comment faire pour avoir mu? Eh bien, il faut diviser par S. Ici, vous divisez par S et vous trouvez donc FF sur S. Là, il y a le plus petit ou égal à mu. Et maintenant, vous retournez le truc. Donc, on a mu qui est plus grand ou égal à FF sur S. C'est ce que j'ai marqué là. C'est une autre façon de regarder. Soit vous dites FF sur S est plus petit ou égal à mu, soit vous dites mu est plus grand ou égal à FF sur S. Je n'ai pas fait de maths là-dedans. J'ai juste regardé et observé les choses d'une manière, sous un angle différent. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, rappelons-nous ce qu'on a calculé. Moi, je ne me rappelle plus. Alors, donc, la force de frottement, on avait dit que c'était 735,75. On va utiliser ça, 735,75 pour la force de frottement. Bon, faisons le calcul ici. Mu plus grand ou égal, alors 735,75. C'est des newtons. La force de soutien, je vais la faire en vert, elle est ici, 1274,36. Ce sont des newtons aussi. Donc, comme on a des newtons divisés par des newtons, les deux unités vont se simplifier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce calcul. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez environ 0,58, qui est donc le coefficient de frottement, la limite. Ça veut dire que le coefficient de frottement, pour que ce qu'on a dit soit vrai, c'est-à-dire qu'il soit statique, pour que cette loi s'applique, eh bien, il faut que le coefficient de frottement soit plus grand ou égal à 0,58. Cela dit, ici, j'ai fait les choses de manière un tout petit peu différente dans le corrigé, et je vais quand même vous l'expliquer. Quelle est cette différence? Eh bien, cette différence, c'est que si vous regardez l'expression, cette fois, pas la valeur de la force de frottement, elle est ici, en rouge. C'est mg sinus alpha. Je laisse tomber maintenant la valeur. Je prends que l'expression mg sinus alpha. J'écris ici, en dessous. Vas-y. Voilà. J'écris pour mon FF, mg sinus alpha. Pour S, on a dit S, c'est mg cos alpha. Donc, je mets mg cos alpha ici. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a m et g qui apparaissent en haut et en bas. Donc, le m, je peux le simplifier celui du haut avec celui du bas. Et puis, le g aussi, je peux simplifier celui du haut avec celui du bas. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Eh bien, il reste le sinus en haut, puis en bas, il reste le cosinus. Et je ne sais pas si vous savez, mais sinus divisé par cosinus, c'est égal à la tangente. Ça, c'est une règle de trigonométrie. Alors, du coup, notre mu, il doit être plus grand ou égal à la tangente de l'angle. Et donc, comme l'angle vaut 30 degrés, vous faites le calcul et vous trouvez évidemment la même réponse, c'est-à-dire 0,58. Rien du tout, c'est un coefficient, il n'y a pas d'unité. 0,58, c'est la réponse. Donc, il faut, je terminerai là-dessus, le coefficient de frottement statique entre le bloc et le plan incliné doit valoir au minimum 0,58 pour que le bloc reste immobile. Pourquoi au minimum? Parce que mu doit être plus grand ou égal à cette valeur. Donc, le plus petit possible, c'est 0,58. S'il est plus grand, c'est encore mieux.